Elle veut faire du cinéma dispositif pour aller à l'encontre du cliché d'un certain cinéma féminin qui serait un cinéma de la spontanéité, à fleur de peau, voilà. Et elle veut postuler un cinéma théorique, avec une forte fonction théorique. Mais le problème, c'est à mon avis, elle prend son cinéma prend un retour de bâton, c'est qu'il y a un déficit de forme et de mise en scène qui est d'autant plus criant qu'elle en est capable. C'est parti pour l'Aventura. Et oui, c'est l'aventure. Peut-être qu'on peut remettre en contexte Sophie Le Tourneur. L'Aventura, c'est un film, comme tu viens de le dire, de Sophie Le Tourneur, réalisatrice française, dont on connaît peut-être Énorme, qui est un des films peut-être les plus connus, parce qu'il y avait Jonathan Cohen et Marina Foïs, qui est une réalisatrice qui a fait, on va dire, une série de films assez modestes, entre la comédie et le drame. Et là, l'Aventura fait suite assez directement à son film précédent qui s'appelait Voyage en Italie, donc évidemment les deux titres jouent de ressemblance avec des classiques du cinéma italien. Et dans Voyage en Italie, on suivait donc une certaine Sophie qui est assez directement l'avatar de Sophie Le Tourneur, on expliquera dans la méthode. Mesure où elle joue elle-même. Elle joue elle-même, tout à fait. Accompagnée de Jean-Phi, joué par Philippe Catherine. Bon, Jean-Phi, Philippe, on n'est pas très loin non plus. Et mélange entre Jean-Christophe, qui est son vrai compagnon de Sophie Le Tourneur, et Philippe Catherine, tout à fait. Donc, dans Voyage en Italie, ils partaient tous les deux. Là, cette fois, ils partent avec les enfants, enfin, le plus jeune, Raoul, et leur enfant à eux deux, et la plus grande, j'ai oublié son prénom, et la fille Claudine, oui, exactement, et la fille de Sophie Le Tourneur et d'un précédent compagnon. Et donc, ils vont essayer de faire le tour de la Sardaigne, sauf que, évidemment, tout ceci va être compliqué par les aléas du voyage et le tempérament un peu ingérable des deux enfants. Bon, il faut dire que Jean-Phi n'aide pas non plus. Et une des particularités, on va dire, de ce film-là par rapport au précédent, c'est que le dispositif de fabrication du film va occuper davantage le premier plan, puisque, pour donner un petit peu les coulisses, Sophie Le Tourneur, pour fabriquer l'Aventura et Voyage en Italie, s'est basée sur des enregistrements qu'elle a réalisés avec son compagnon quand eux-mêmes sont véritablement partis en voyage, et de ces enregistrements qui relataient leurs vacances, elle a tiré la matière des dialogues et du scénario. Et donc dans Voyage en Italie, on voyait plutôt dans le dernier tiers du film Jean-Phi et Sophie qui se posaient autour d'un téléphone et commençaient à raconter leurs vacances. Et là, ça va occuper davantage, on va dire, le présent du voyage, puisque, un peu au jour le jour, ils vont essayer de raconter ce qui leur est arrivé il y a 1, 2, 3 jours. Et donc, ça se mêle à la cacophonie ambiante, et finalement, voilà, le récit a du mal à émerger au milieu du film. Loïc, toi, tu as vu quelques films de Sophie Le Tourneur. C'est le deuxième que j'ai vu, mais j'ai rattrapé Énorme entre-temps. Et ce qui saute aux yeux, et même en fait c'est déjà un peu ce que tu as amorcé, c'est que quand on regarde un film de Sophie Le Tourneur, se pose souvent la question du dispositif. Enfin, il y a une question aussi de connaître ou savoir comment le film est fabriqué pour en partie profiter de cette méthode. Chaque film ayant un petit peu sa façon d'être fait. Énorme, il y avait la juxtaposition de plans documentaires et de plans fictionnels, où elle avait filmé des images avec des vrais médecins, avec des vraies personnes, etc. Et elle avait créé le contre-champ pour imaginer un dialogue monté entre les deux parties. Donc c'était pas tourné en même temps, c'était... Exactement. Okay. Et c'était comme ça vraiment un travail de juxtaposition des deux espaces, documentaire et fiction, d'autant plus que dans la fiction, il y avait deux comédiens connus. Voyage en Italie donc et celui-ci l'Aventura, il y a l'idée de revenir sur des enregistrements audio que elle-même avait fait en vacances, donc c'est assez autobiographique, et d'inclure ça aussi dans le procédé de mise en scène, d'autant plus que je sais pas si c'est le cas pour l'Aventura, mais dans Voyage en Italie elle avait fait un storyboard visuel, enfin elle était allée en Italie en avance pour pré-filmer le film sans les comédiens exacts, etc., juste pour retrouver le texte. Et il y avait un travail d'oreillettes, où elle avait donné des oreillettes aux comédiens, dont elle-même donc, pour qu'ils puissent restituer exactement le texte que potentiellement soit elle avait préparé, soit elle avait pris du réel, de son propre vécu raconté, etc. Donc ici, le dispositif il est quand même différent de Voyage en Italie, dans la mesure où dans Voyage en Italie, les plans sont beaucoup plus documentaires. Enfin, il y a une matière filmique
déjà du choix de caméra, qui dans Voyage en Italie est une caméra un peu, pas un caméscope non plus, mais en tout cas une caméra plus bas de gamme. Ici, on voit que il y a un step up, quoi. Il y a une volonté de filmer mieux, les couleurs sont bien mieux, les lumières sont bien. Le premier, il y a un peu des plans volés. Enfin, on est vraiment à la frontière Oui. d'un dispositif technique de documentaire, quoi. Alors que là, on est plus, même si le film a un peu encore des traces de ça, mais dans un dispositif plus classique de fiction avec une caméra professionnelle, Exactement. des chefs opérateurs. La nuance serait que donc entre les deux films, Voyage en Italie travaillait sur la coprésence souvent des deux personnages dans l'espace, ou en tout cas se poser la question de filmer en même temps les personnages et l'espace. Ici, il y a la fragmentation qui se joue donc dans la question aussi des enfants. J'imagine que elle a décidé de filmer comme ça aussi pour une question pratique de pouvoir faire tourner un enfant. D'abord, on se concentre sur lui, et ensuite, on se concentre sur les autres, sur les parents, etc. Mais en plus, donc, ça crée un effet d'ensemble d'individualité plus que de groupe. En tout cas, il y a tout le temps une question un peu de essayer de faire tenir cette sorte de barque qui avance en Sardaigne contre vents et marées. Et ici, ce que ça crée, c'est donc tout de suite un intérêt plus précis pour chaque personnage qui viennent créer le groupe, plus que pour le voyage en lui-même, qui n'est qu'une sorte de prétexte à leur évolution, quoi. Thomas, tu as vu aussi donc, Voyage en Italie. Est-ce qu'entre les deux films, il y a une approche qui te semble plus fertile que l'autre ? J'ai découvert un coup sur coup les deux films, hein, puisque je suis allé voir donc l'Avventura il y a quelques jours, et j'ai eu l'occasion de voir Voyage en Italie sur Arte, puisque le film est encore disponible. Oui, gratuitement sur le site d'Arte. Pour quelques semaines, je crois. Est-ce que... Oui. Bien joué. Merci. En fait, moi j'ai été frappé en comparant les deux films par le fait que le Voyage en Italie est un film beaucoup plus accessible, beaucoup plus comique au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui a vocation à accumuler une série de situations risibles, burlesques, incongrues, où on se moquerait des personnages avec plus ou moins de bienveillance ou de cynisme. Là où ce qui était frappant en découvrant l'Avventura, c'est que le rire se grippe très rapidement, parce que quand bien même il y a une forme de burlesque qui tient en particulier à la présence des enfants, et en particulier à la présence de Raoul, qui vient s'immiscer à l'intérieur des plans pour créer du désordre, la brutalité générale des relations entre les personnages et le sentiment d'épuisement que va susciter les cacophonies permanentes des dialogues qui se superposent les uns sur les autres, mais aussi le désordre volontaire de la construction narrative du film, qui est en fait non chronologique, pourrait-on dire, puisque on l'expliquera après, fait qu'il y a un sentiment de fatigue très fort quand on voit le film, qui moi m'a pris au dépourvu, d'autant plus que c'était le premier film de Le Tourneur que je voyais, donc je connaissais son cinéma de loin, je savais que c'était entre guillemets, on pourrait la classer dans ces cinéastes du réel avec un grand R, oui. C'est-à-dire qu'ils utilisent la matière d'une forme d'improvisation, en tout cas d'une forme d'accident du réel pour nourrir leur écriture. Mais je m'attendais à quelque chose de plus frontalement comique, et c'est vrai que j'avais été un peu décontenancé, un peu déçu, même première demi-heure du film, j'étais même en refus assez radical de ce que je voyais. Voilà. Comme je l'ai dit à la sortie de la séance, je me disais ça va finir dans les poubelles de l'histoire du cinéma. Et, et puis finalement, en fait, j'ai fini par raccrocher avec ce que le film essayait de raconter. Et quand j'ai vu Voyage en Italie le lendemain, pour le coup, là, j'étais vraiment extrêmement mécontent de ce que je voyais, parce qu'en fait, tout ce qui me semblait à la fin du visionnage de l'Avventura intéressant n'était pas présent dans Voyage en Italie, qui me semble être un film au fond beaucoup plus creux, beaucoup plus vide, et beaucoup plus cynique aussi dans ce qu'il raconte, puisque la méchanceté en fait dont fait preuve le tourneur, alors à son égard propre, mais surtout à l'égard du personnage de Jean-Philippe, et donc ce soit pas l'impceste entre Philippe Catherine et Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, qui est son ancien compagnon, aboutit à un comique très... un peu de persécution presque. Oui, et puis cette idée qu'on rit contre, quoi, hein. On rit contre les personnages, on rit contre le monde ambiant, on rit contre les Italiens, on rit contre tout le monde dans Voyage en Italie, alors que dans l'Avventura, en fait, vu que le rire se grippe assez rapidement, la place qui va être donnée au spectateur est beaucoup plus intéressante, parce que le malaise va contraindre de quitter cette position ricanante pour adopter
Alors, est-ce que c'est une forme d'empathie ? J'irai pas jusque-là parce que je pense que le film ne fonctionne pas très bien sur ce plan-là, mais une forme de partage de la tristesse, quoi. Hein, ou alors d'empathie au sens du pathos comme de la douleur, quoi. C'est-à-dire que à la fin de Voyage de l'Aventura, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment absolument terrifié, je crois, par les vacances qui viennent de passer. Et le film ménage quelques respirations dans sa deuxième partie, pour en reparler après, mais notamment un plan séquence avec Philippe Catherine tout seul, qui est une respiration qui permet en fait presque de permettre au spectateur d'oublier la cacophonie et le désordre du film et de faire une espèce d'exercice de réflexion en se projetant sur les propres vacances que lui-même a passées ou va passer et faire un travail de jeu de miroir entre sa propre expérience et ce que présente le film. Je pense que c'est à ça aussi que veut postuler le film, c'est-à-dire une forme d'universalité qui passerait par un partage de la médiocrité universelle, quoi. Il y a quelque chose comme ça que travaille le film. Et pour revenir un tout petit peu sur la question du réel, en tout cas de chez Sophie Le Tourneur, il y a elle-même, elle le dit, et j'ai l'impression que dans Voyage en Italie, il y avait aussi une petite phrase qui venait presque servir de discours concernant son film. Ici, c'est ça parle de rien, donc ça parle de tout. Dans l'Aventura, il me semble que c'est ça la phrase, je ne confonds pas avec Voyage. Et donc cette idée de une fois passé la question un peu dramatique de ça a l'air d'être un voyage cacophonique, un peu difficile à supporter, horrible. Moi, je trouve qu'on passe dans un basculement d'une autre appréciation de ces vacances qui sont pas si horribles que ça, qui sont juste pas celle à laquelle on s'attend ou pas celle un peu romantisée ou habituelle qu'on constate. À partir du moment où il y a des enfants qui viennent rentrer un peu dans cette équation de bordel ambiant, il faut à la fois apprécier l'appréciation personnelle de chacun. Je pense notamment à cette scène où Philippe Catherine il va monter un peu loin une petite falaise et que lui il y a un plan sur lui qui est en train d'apprécier le paysage, qui est en train vraiment de passer un moment un peu de béatitude, et d'en bas Sophie Le Tourneur et sa fille qui se foutent de sa gueule et qui se moquent. Alors après, de béatitude non, parce que justement dans le commentaire qui fonde la scène a posteriori, ils disent bien que lui est énervé et c'est très bien qu'on est en train de se foutre de sa gueule. Et pour moi, ça rejoint quand même le fait que c'est pas des vacances comme les autres et que déjà, Voyage en Italie, c'était pas des vacances comme les autres parce que y a quand même un sujet sous-jacent qui est le couple, qui est la désagrégation progressive du couple. C'est-à-dire que dans Voyage en Italie, alors pour le coup, c'est vraiment thématisé par les dialogues. Le voyage est organisé en Sicile en particulier, alors qu'il y a une ambiguïté, ça pourrait se passer à Agrigente et non, ça finit. C'est Agrigente, c'est ça ? Non, c'est pas Agrigente. En tout cas, entre l'Espagne et l'Italie, ça c'est sûr. Ils hésitent entre en Andalousie. En Andalousie, je sais plus. Bref, passons là-dessus. Voilà, ils choisissent la Sicile exprès parce que ça va faire plaisir à Jean-Phi pour relancer leur couple. Et la grande affaire de Voyage en Italie, c'est la possibilité que le couple puisse se retrouver dans un moment d'intimité et faire l'amour au moins une fois pendant leur voyage. Ce qui serait la version triviale du miracle final de la fin de Voyage en Italie de Rossellini qui permet au couple de renaître. Voilà. Ça serait la grâce, mais la grâce par la trivialité, ce qui serait un peu d'ailleurs un horizon d'écriture pour Le Tourneur. Dans l'Aventura, c'est un film qui traite au contraire de la fuite inéluctable d'un des deux membres du couple, à savoir Jean-Phi, qui va tout au long du voyage se satelliser de plus en plus, ne pas assumer ses impératifs familiaux et in fine va fuir la famille au moment du retour à la gare de Nice en se barrant en bagnole comme un voleur, ce qui par ailleurs constituerait une sorte de le seul unique pont qu'on pourrait faire avec l'Aventura d'Antonioni, qui est aussi le film de la disparition d'un personnage qui gravite dans un groupe. Et évidemment, c'est fait de manière beaucoup plus lointaine et parodique, mais en gros, il y a cette idée que l'Aventura, de Le Tourneur, est un film le moment de la disparition sur la disparition d'un des membres de la famille et le drame que ça produit. Si bien qu'on se disait ça avec Mathieu Combe, avec qui on est allé voir le film avec Clément, que le troisième volet de la trilogie, puisqu'il est annoncé que dans la seconde trilogie va raconter vraisemblablement le divorce entre Jean-Phi et Sophie, et voilà, on essaie de deviner le titre parodique, mais ça divorce à l'italienne. C'est vrai que ça fait ça. Auquel cas ce serait très littéral. Ouais. Mais avec un S, tu vois. C'est ça, divorce. C'est ça. On pensait à des trucs à la con, genre la Dolce Vita, mais avec un CH, tu vois, ou des La Dolce Vita, c'est une bonne idée, je pense. La Dolce Vita. Ah. C'est un peu à chaque fois un peu tricoté. Parce que là, c'est l'Aventura, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui. Mais je pense que c'est très juste cette idée un peu du
du couple en gros en 3 actes, puisque à mon avis ce qui change aussi en termes de, je sais pas, de tonalité, c'est que dans Voyage en Italie, on est davantage en tant que spectateur face à 2 personnages dont on peut rire, ce qui est moins le cas dans l'Aventura, où moi j'ai l'impression qu'on est plus en connivence avec Sophie Le Tourneur elle-même, qui devient un peu le seul pilier de cette famille, où en fait Jean-Phi est de plus en plus éloigné et presque traité comme un enfant parmi d'autres dont il faut s'occuper. Et donc ça ajoute à ce que tu disais, la trivialité, avec tout simplement cette idée un peu qui était surtout présente dans le film précédent, mais là aussi, enfin qui est à égalité, qui est que on imagine des vacances qui seraient idéales, qui seraient des vacances de carte postale, et que la trivialité des moments, là dans le premier film il y avait tout un truc sur Jean-Phi se casse un pied, elle a un moment des règles douloureuses qui l'empêchent, un vertige, etc. Là dans ce film là ce serait plutôt Raoul qui passe son temps à faire caca partout. C'est plutôt marrant, un peu le fil comique principal du... C'est plus drôle dans le film, mais... C'est ça. Certaines interactions avec Jean-Phi quand même, à un moment il dit pourquoi tous mes slips sont troués. Ça c'est quand même très drôle. Et jusqu'à un moment vers la fin du film où c'est un peu le moment de carte postale, le soleil couchant, etc. Sauf que Raoul a fait caca pas loin, donc ça sent le caca, et voilà, il y a toujours le caca arrive dans le plan, embarqué par une chaussure. C'est ça. Donc ça neutralise un petit peu le côté idyllique. Et ce que je trouve assez beau, et finalement peut-être qu'il y a un peu d'Antonioni là-dessus, c'est que finalement c'est un film sur des vacances en famille qui sont censées bien se passer. En fait, ces vacances, elles n'arrivent jamais. Et nous, les seules choses qu'on voit, c'est un peu les moments de transition, les moments où ils essaient de nous raconter ce qui s'est passé. Et finalement, la partie vacances en elle-même reste assez éloignée dans le film. Et je pense que ce qui est assez joli, et je pense que c'est aussi pour ça que la fabrication avec ces séances d'enregistrement prend plus de place dans ce film-là, c'est que il y a une espèce de parallèle entre la figure de Le Tourneur en tant que cinéaste et en tant que mère de famille, puisque on pourrait dire que l'une comme l'autre partent en quête d'un plan qui serait les 4 réunis sur la plage, un plan idyllique comme ça, fantasmé, et finalement, d'un côté, Le Tourneur, cinéaste, n'arrive pas à mettre en branle la construction de son film, puisque les séances d'enregistrement sont toujours perturbées, et de l'autre, Le Tourneur mère, qui est vraiment presque obligé d'assumer la mise en scène de cette famille, puisque personne d'autre ne va le faire, n'arrive pas non plus à son objectif, et le film se finit plutôt de façon amère, quoi. Mais parlons peut-être un peu plus de... je dirais ce qui peut-être nous a moins convaincu, c'est ça, de la construction un peu scène à scène du film, puisque, comme tu l'as dit, il y a une espèce un peu de désorganisation narrative où on saute entre des moments qui pourraient être une sorte de présent et un moment dans le futur où les personnages essaient d'enregistrer pour raconter ce qui s'est passé, mais ces moments d'enregistrement sont eux-mêmes parasités par l'agitation et donc deviennent des scènes au présent en tant que tel, et donc le film ne cesse de faire des allers-retours, tant et si bien qu'il y a beaucoup de scènes qui se répètent et des plans qu'on revoit à plusieurs reprises. Et voilà, il y a une espèce comme ça de confusion temporelle, même si on a une vague idée un peu de qu'est-ce qui est avant quoi, d'autant plus que les moments un peu de borne qui pourraient être aussi là les acmés ou les moments c'est le souvenir de vacances sont un peu retirés du film. On nous parle notamment de un moment où ils ont dû rentrer par effraction et un moment où Jean-Phi a perdu son téléphone, et je crois que c'est 2 moments qu'on voit pas vraiment dans le film. Et d'ailleurs, c'est assez joli, un moment, quand ils sont justement dans cette maison tenue par un certain Francesco, ils parlent d'un chien qu'ils entendent aboyer, etc. Finalement, chien qu'on ne verra jamais dans le plan en lui-même, quoi. Il y a cette idée de... C'est ça, elles sont censées, mère et fille, aller le voir, on ne le voit pas, et donc il y a cette idée que on va retrancher tout ce qui serait de l'ordre de la grande péripétie pour se concentrer sur cette espèce d'agitation permanente que le film reproduit avec cette désorganisation narrative, quoi. Ouais. Alors moi c'est pas forcément l'aspect qui m'intéresse le moins, mais qui c'est un des aspects qui est les plus pris en charge et thématisé en fait par le film. C'est-à-dire que une réplique qui m'a semblé signifiante, c'est à un moment quand ils expliquent de manière assez légère que le seul qui profite de ses vacances, enfin le seul qui vraiment profite à fond, c'est Raoul, mais il est constamment perdu parce qu'en fait il s'endort à chacun des voyages, et donc chaque fois qu'il arrive dans une pièce il sait pas où il est, et il m'a semblé qu'à ce moment-là le dialogue donnait une des clés de compréhension de l'expérience de spectateur que postule le film, à savoir celle d'une désorientation temporelle, pas forcément spatiale mais temporelle très marquée, qui nous placerait dans un point de vue qui serait analogue à celui d'un enfant de 3 ans, et donc aussi du point de vue de la seule personne qui peut jouir de ce chaos
organisé, sans chercher à le rationaliser, sans chercher à l'organiser, ce qui fait écho à une autre phrase qui est dite par le personnage de Francesco, qui est donc leur hôte italien, qui dit que les gens ne se laissent plus suffisamment porter par la vie et cherchent toujours à prévoir, à rationaliser. Or, précisément, le film chercherait à restituer quelque chose qui serait une expérience de la vacance dans sa dimension la plus apocalyptique, donc prendre aussi le contre-pied d'un certain stéréotype du film estival français de conte d'été qui voilà, contre lequel je crois le tourneur construit ses films, quoi. C'est vraiment l'anti-conte d'été de Romer d'une certaine manière. Ça m'a semblé intéressant parce que ça postulerait de la part du spectateur une expérience immersive en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait se couler dans les heures même de la composition pour pouvoir atteindre une sorte d'état un peu extatique permanent qui serait la bonne réponse à avoir face à l'hystérie permanente de tous les personnages. Ceci étant posé, et d'où la construction complexe, hein, évidemment, l'idée que en fait, le chaos chez le tourneur est toujours le fruit d'un travail sous-jacent. Tu disais qu'elle avait pré-tourné tout Voyage en Italie, alors que le film a un côté un peu jeté, un peu improvisé, alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est une sorte d'improvisation très préparée. Ben là, ici, il y a l'idée que le chaos est un chaos organisé. Donc, la postulation d'un film, d'une expérience immersive dans quelque chose de chaotique. Et en même temps, je trouve que cette dimension-là ne prend pas tout à fait, c'est-à-dire que nous, spectateurs, on subit plus le film qu'on ne participe de son extase, parce que je crois que le plaisir principal que l'on peut tirer à l'Aventura, c'est la compréhension de son dispositif de construction et son dispositif de tournage. Comme dans Voyage en Italie, au fond, le maximum de plaisir qu'on pouvait tirer du film était de relire, enfin d'être conscient un peu au second degré du caractère à la fois réel et fictif de toutes les scènes qui étaient jouées. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle ne va pas masquer les coutures entre les plans qui montrent que, par exemple, un échange n'a pas été fait face à face entre deux protagonistes. Notamment, il y a un passage où elle s'engueule à table avec Jean-Phi, et on voit dans le verre de ses lunettes de soleil le gros la caméra, quoi, l'objectif de la caméra qui reflète, qui prouve qu'effectivement la scène n'a pas été tournée en même temps que les réponses de son partenaire. Et donc l'idée que, en fait, de plan à plan, il y aurait une sorte de décomposition et que tout le plaisir du film tiendrait à la manière dont elle trouve des solutions esthétiques de montage pour créer une sorte d'unité à partir d'un ensemble qui est un ensemble volontairement fragmentaire et qui se signale comme fragmentaire. Donc une sorte de tension dialectique qui fait qu'on rentrerait dans la machine, dans la fabrique du film en même temps qu'on le verrait. Chose qui est très sensible dans l'idée qu'au fond la seule chose qui relie les plans entre eux c'est le son, et le son étant lui-même conflictuel et cacophonique, il y aurait l'idée qu'entre chaque plan il y aurait un conflit potentiel qui révèle sur le plan esthétique l'idée principale du film, à savoir que les personnages ne peuvent pas supporter d'être ensemble les uns avec les autres, donc ils peuvent pas être dans le même plan les uns par rapport aux autres. Mais du coup il y a une contradiction interne, me semble-t-il, c'est-à-dire que s'il y a un postulat d'immersion dans le chaos, on peut pas supposer non plus que le spectateur doit être dans une espèce d'attitude réflexive permanente sur la nature du spectacle qu'il est en train de regarder. Et donc il y a une ambiguïté que va ménager le film d'une scène à l'autre, hein. Certaines scènes vont être plus réflexives et d'autres plus immersives, mais on va constamment être un peu assigné à deux postures différentes comme spectateur. Et il devient un peu difficile de savoir sur quel pied danser en fait face au film. Alors après il y a des séquences qui me semblent plus réussies que d'autres et qui sont des séquences où au fond et le postulat du dispositif et le postulat de l'immersion vont disparaître pour arriver à quelque chose de plus concret, de plus simple, qui est tout simplement un travail de mise en scène, qui est au fond un peu le grand absent de cette affaire, parce que les séquences ne sont pas mises en scène, elles sont montées, elles sont organisées en termes de dispositif, elles ne sont pas elles sont pas mises en scène dans le détail. Et il y a quelques séquences où, effectivement, la position des personnages dans le plan, le passage d'un plan à un autre semble avoir une fonction signifiante et être le fruit d'un travail de réflexion sur ce que serait la durée d'une séquence. La preuve, vraiment la scène qui me vient tout de suite en tête, mais je pense qu'on pense à la même. La scène du centre. À laquelle tu penses, toi ? Celle chez Francesco qui s'étale et qui prend vraiment du temps, la qui est au longue scène centre du film. Je pense prend une vingtaine de minutes, où les personnages sont pendant très longtemps enfermés dans une pièce, dans une chambre, avec un lit et un matelas sur le sol, et où en gros
L'argument principal est que Sophie et Claudine veulent enregistrer, Jean-Phi veut dormir, et Raoul intervient. Ouais. Raoul fout le bordel. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce dispositif-là va naître une confrontation de paroles entre les différents personnages qui vont se dire leurs 4 vérités. Et là, moi, le premier truc auquel j'ai pensé, par exemple, quand on voit Jean-Phi allongé sur son matelas avec sa tête qui repose sur son traversin, on dirait une scène de psychanalyse à ciel ouvert. Ils sont dans une position de divan psychanalytique, et en fait, là, je me suis dit, bah oui, on a vraiment à nu un des projets, je pense, esthétiques de Sophie Le Tourneur dans l'Aventura, mais aussi rétrospectivement dans Voyage en Italie, c'est de faire la psychanalyse à ciel ouvert d'un couple en crise et d'une famille en crise. Et là, ça passe par des positions de personnages dans l'espace, une lecture métaphorique, symbolique, du décor, bref, un travail de mise en scène. Et du coup, rétrospectivement, j'ai été très décontenancé de voir à quel point beaucoup des séquences du film, surtout les séquences en extérieur, ne reposaient pas sur un travail précis de mise en scène. Et donc que le dispositif, qui est postulé par Le Tourneur comme quelque chose d'important. Hein. J'ai lu une interview dans Le Monde avec Mathieu Macheret où elle le dit. Hein. Elle veut faire du cinéma dispositif pour aller à l'encontre du cliché d'un certain cinéma féminin qui serait un cinéma de... la spontanéité. À fleur de peau, voilà. Et elle veut postuler un cinéma théorique, avec une forte fonction théorique. Mais le problème, c'est qu'elle, à mon avis, hein, elle prend son cinéma prend un retour de bâton, c'est qu'il y a un déficit de forme et de mise en scène qui est d'autant plus criant qu'elle en est capable. Par exemple, il y a un autre moment qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est quand elles sont sur le perron, donc c'est la suite de cette séquence dans la chambre, elles sont sur le perron avec Claudine s'est barrée de la chambre parce qu'elle s'est énervée, elles continuent à enregistrer les souvenirs de vacances, Jean-Phi descend les escaliers, et il doit apporter sa pierre à l'édifice, il doit continuer à parler, et on ne l'entend pas dans le micro. Sophie Le Tourneur lui dit de s'approcher et il va y avoir un plan large, on va la voir essayer d'attraper son short, il veut pas rentrer dans le plan, il veut pas être en coprésence à l'intérieur du plan. Et là je me suis dit tiens c'est intéressant, c'est un enjeu de mise en scène qui d'ailleurs en fait irrigue un certain nombre de problématiques de séquences dans le reste du film. Mais il a fallu une sorte de plan qui viendrait le signifier de manière exemplaire pour pouvoir le comprendre à l'échelle du film entier. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de dynamique d'écriture qui permet de répéter cette idée de manière sensible du point de vue perceptif et pas simplement du point de vue discursif avec les dialogues, et puis 2, c'est pas dynamique, c'est-à-dire que l'idée se répète, se module pas, elle est posée dans l'économie du film et elle ne bouge pas. Et d'ailleurs en fait c'est un film qui est assez statique, c'est-à-dire que quand on comprend les dynamiques entre les personnages au bout de 20 minutes, en fait on a compris grosso modo les dynamiques entre les personnages jusqu'à la fin du film. Oui, mais ce qui nous intéresse à partir de là, c'est justement à quel moment va y avoir des micro-variations, et notamment le gros enjeu, on peut dire, quand on constate ce couple, c'est qu'ils ne se touchent pas, ils ne s'approchent pas, il n'y a pas de geste d'affection entre les deux à aucun moment. Exactement. Et le seul moment, oui c'est ça, dans le trailer, et le seul moment qui est d'ailleurs justement un moment où le montage se casse presque, où on sort de la dynamique du chant contre chant à 4, et qu'on a un gros plan sur quelque chose, c'est le seul touché de tout le film. Et que en fait ce dispositif, moi tu considères que il fait disparaître la mise en scène. Moi je trouve qu'au contraire presque il se suffit à lui-même, dans la mesure où à partir de là et de cet échange de chant contre chant, on peut totalement construire à quel moment est-ce que tel personnage intervient, à quel moment en termes de rythme on bascule de l'un à l'autre, et on peut aller récupérer des micro-détails un peu comme chez Hong Sang-soo, quoi. Juste le petit élément, le petit événement va devenir beaucoup plus important ici. Et je trouve que son dispositif permet quand même quelque chose de beaucoup plus digeste que Hong Sang-soo, dans la mesure où là on n'a pas la même variation du temps dans le plan, c'est-à-dire que chez Hong Sang-soo c'est des plans séquences où les choses évoluent dans un seul espace, dans un seul cadre. Et là, ici, ça permet plein de micro-variations qui font en même temps vibrer le côté, comme tu le disais, dispositif théorique, et en même temps le côté hyper naturel que ça crée et naturaliste. En fait, c'est vraiment des choses du quotidien et des choses réelles qui, mises en avant de cette façon-là, vont devenir un peu presque exacerbé. Ou par exemple je parlais de cette phrase de Philippe Catherine, pourquoi j'ai toujours des trous dans mon slip, j'ai des trous dans tous mes slips, ou c'est des choses comme ça, des choses d'une immense banalité, mais qui, apparaissant comme ça en plein milieu de ces dispositifs, est presque
envolé, quoi. Alors, je suis d'accord. Ceci étant dit, je dirais pas que le film repose sur une logique d'épiphanie. C'est-à-dire que ta comparaison avec Hong Sang-soo suppose une logique épiphanique, parce que chez Hong Sang-soo, il y a cette idée que dans la durée du plan, quelque chose va saillir et ça va être l'événementialité de cette apparition. Oui, non, c'est pas le cas ici. Et il y aurait l'idée qu'en fait, le trait comique est une épiphanie comique. Mais il me semble justement, et ça c'est plus... Enfin, c'est la même affaire dans Voyage en Italie. En fait, les moments qui sont quand même les plus drôles sont toujours les moments où il y a eu manifestement un travail de la part de le tourneur, alors je sais pas si elle monte ses films elle-même ou si elle a un monteur ou une monteuse, pour, comment dirais-je, confronter deux réalités triviales et banales qui, dans leur confrontation même, deviennent comiques. Non, mais dans Voyage en Italie, par exemple, il y a le fait qu'elle va faire des gros plans sur des mots italiens qui renvoient, traduits en français, au lexique du sexe, à savoir le verbe bibiter, qui veut dire boire, et qui du coup fait bibite en français, qui serait une sorte d'objectivation de la subjectivité de Sophie qui a envie de baiser et qui peut pas. Mais dans l'Aventura, il me semble que ça fonctionne plus par adjonction de morceaux non signifiants qui, quand ils sont collés ensemble, deviennent signifiants. C'est un principe qui est purement structuraliste, quoi. Typiquement, elle se met à pleurer, elle craque, parce que les vacances se passent pas bien. Cut, elle revient de la plage, elle dit c'est super. Pris séparément, les deux événements ont une signification propre, mais c'est leur confrontation et leur juxtaposition qui crée de l'humour, qui crée du comique. De la même manière que en fait le moment où Jean-Phil dit il y a tout le temps des trous dans mes slips, c'est parce que on n'était pas au courant qu'il était présent dans la pièce juste avant. En fait, c'est littéralement il est une trouée du montage à l'intérieur de la séquence. Donc je dirais que quand même il y a un travail comique de composition, mais c'est pas un travail de mise en scène, c'est un travail de composition montage en fait. Oui, pourquoi le montage pourrait pas être un travail de mise en scène? C'est pas enfin moi j'entends que ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y aurait la mise en scène qui serait la mise en espace des personnages pour créer une logique signifiante, et il y aurait le montage comme adjonction de segments, de blocs de mise en scène. Et elle, pour toi, la mise en scène peut advenir que dans le plan. Ça peut pas advenir entre les plans, quoi. Pour moi, c'est un ensemble. Pour moi, la mise en scène, la mise en scène, il y a le montage, quoi. D'autant qu'elle est pensée avec. En tout cas, moi, je pense qu'elle envisage son art d'écriture comme un art de la composition de fragments de réel qui seraient sans signification a priori. Voilà. Ce qui me semble être intéressant, mais limité en fait comme modalité d'écriture. Là où je te rejoins, c'est que typiquement des moments comme comme ceux que tu as décrits, où voilà, exemplairement ce raccord, elle est triste et elle est joyeuse après, qui est pour le coup un pur effet créé par le raccord. À mon avis, le problème, c'est que ces moments-là, ils sont extrêmement rares, quoi. Ouais. Alors que c'est un dispositif qui prend beaucoup de place, qui rend le film très, j'ai envie de dire, volontairement laborieux, quoi. Mais on passe son temps à revoir un peu les mêmes plans, revoir les mêmes situations. Mais finalement, qu'est-ce que de ce brassage constant entre les événements, leur mise en récit et la mise en crise de la mise en récit des événements, finalement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? À mon avis, ça produit pas énormément de choses, quoi. J'ai lu à droite à gauche que finalement on revoyait les séquences différemment, ou alors ça faisait droit plus ou moins aux subjectivités des différents personnages. À mon avis, c'est pas tout à fait vrai. Et voilà, moi ce qui m'a je pense un peu déplu devant le film, c'est que là où toi tu dis mise en scène, on pourrait dire des séquences qui se déploient autour d'une situation aussi, qui est quelque chose qui est pour le coup le cas chez Hong Sang-soo et un peu dans Voyage en Italie, et qui est beaucoup moins le cas ici, sauf dans la séquence dont on a parlé, c'est-à-dire un moment où il y a tout simplement une situation qui est exploitée par plusieurs plans, par des raccords, et à une échelle plus précise. Et c'est là où ça me semble un peu paradoxal, c'est que tout ce dispositif, il ambitionne finalement, on pourrait dire qu'il y a une forme aussi de transparence dans ce dispositif, puisqu'on voit la fabrication du film depuis l'intérieur même de ce dernier. Donc ça abolirait un petit peu les frontières de ce qui serait l'illusion, la fabrication. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au contraire, il occupe une telle place dans le film et son décryptage est tellement pris en charge par le film que ça forme un peu une série de couches d'opacité par rapport au réel de ce qui est censé se produire. Et typiquement dans Voyage en Italie, film que j'ai vu aux 2/3, donc je m'engage pas trop non plus dans une critique profonde, mais ça repose quand même davantage sur des plans qui durent,
et donc dans lesquels peuvent se produire des choses qui auraient attrait au réel. Et c'est là où l'ambition documentaire sous-jacente de Le Tourneur se ferait le plus sentir, quoi. Or ici, Le Tourneur filme serré et elle filme court, quoi. C'est-à-dire c'est beaucoup de plans courts qui isolent à chaque fois les visages. Ça ajoute d'ailleurs un peu à la cacophonie, en tout cas au côté un peu assommant du film, quoi. Or, à mon avis, tout ça, à mon sens, produit davantage la sensation d'une fabrication que, je sais pas comment dire, mais le détricotage de la fiction qui serait celle de cette famille qui part en vacances, etc., quoi. Finalement, il y a aucun moment dans le film, en tout cas j'en ai pas en tête, où quelque chose se produit qui serait pas strictement de l'ordre de la fiction presque pure et dure, on pourrait dire. Et je regrette que, à contrario, ce dispositif occupe beaucoup de temps pour, au final, la production de raccords vraiment qui me semble très éparse à l'échelle du film, quoi. Oui. C'est sûr que, en tout cas, le dispositif du film n'est pas celui du temps long. Ça c'est certain, mais je pense que justement ce que j'aime bien dans l'Aventura précisément, c'est que pour une fois c'est un cinéma qui se veut cinéma du réel, qui ne joue pas la carte du temps long, alors que c'est quand même quelque chose qu'on a l'habitude de voir ad vitam aeternam dans ces cinémas-là, et qui peut au bout d'un moment gonfler. Enfin, je pense que notamment c'est peut-être pour ça qu'on commence, on en parlait aussi du dernier Hong Sang-soo, à devenir un peu hermétique à cette proposition-là, parce que c'est bon, on a compris le plan long, l'apparition au moment du plan, bon, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qu'on peut essayer de trouver, enfin peut-être pas de nouveau, j'exagère, mais en tout cas de différent dans cette juxtaposition de plans, de personnages, d'espaces, de lieux, de temps, qui fait que on a en même temps l'expérience du réel par le choix des dialogues, le choix des événements. En effet, comme le disait le chat, quelqu'un dans le chat, c'est vrai qu'on a une vraie sensation de famille qui existe dans les plans, ça joue extrêmement bien du côté des enfants, c'est quand même assez époustouflant ce Raoul qui semble être parfait tout le temps, et on se demande comment est-ce qu'on peut diriger un enfant de 3 ans crotteur professionnel. Ouais. Quelle part lui a pu incarner d'improvisation, ou en tout cas de retravail autour par les comédiens, et qu'en fait à l'intérieur de ce montage dispositivesque, j'ai pas de meilleur mot, il y en a sûrement de dispositifs sera sûrement plus approprié. Comme je le disais, pour moi, c'est l'apparition des fragments de réel qui peuvent ressortir, et qui est aussi, et c'est là souvent un peu la connivence avec les films du réel, c'est que se joue souvent une connexion avec nos propres expériences passées. Enfin, il y a un vrai enjeu de s'identifier, de voir, de rapprochement, et potentiellement, en tant qu'ancien enfant qu'on en a tous été, se dire ça se faut moi aussi, j'ai été un Raoul, je faisais caca partout, ça se faut moi aussi, mes parents c'était un enfer pour eux quand j'étais petit. Enfin, tu vois, il y a une sorte de recomposition comme ça, et c'est là que je trouve que justement elle touche quelque chose avec cette question de l'enregistrement, du fragmentaire, de la difficulté à mettre le doigt sur un temps long. C'est que nous-mêmes, donc en interagissant avec le film, on rajoute nos propres souvenirs, nos propres expériences et nos propres réalités fragmentaires, qui viennent donc créer une sorte de tout comme ça, dans lequel de temps en temps on s'ennuie un peu. Je suis d'accord que des fois le film trouve pas tout à fait ce qu'il faut pour être tout le temps dans une excitation du réel justifiée et juste, mais ça arrive quand même souvent. En fait, maintenant que j'y pense, je commence à me demander si... Mais j'ai pas vu les autres films de Le Tourneur, mais je me demande en fait si son horizon d'écriture, il est justement pas d'aller à fond vers ce qu'il y a de fictionnel à partir d'une matière réelle, et pas justement de chercher des saillies de réel dans un dispositif. Mais pour moi, après, en fait, voyage, c'est plus une question de juxtaposition que de choisir l'un ou l'autre. Typiquement, c'est là que je trouve que Énorme est très réussi, que en fait, cette juxtaposition-là dans les champs contre champs crée quelque chose d'assez inouï, notamment dans dans une de ses séquences finales de l'accouchement en tant que tel, où on a donc le champ qui est une femme qui est en train de... Enfin, on a juste les jambes et la sage-femme de la femme qui est en train d'accoucher. Et ça, c'est un plan documentaire, c'est-à-dire c'était une vraie femme en train d'accoucher, la vraie sage-femme en train d'aider, etc. Et il y avait juste la caméra de Le Tourneur à côté. Et contre-champ fictionnel, où c'est Marina Foïs qui fait semblant, Jonathan Cohen qui fait semblant. Et en fait, la juxtaposition des deux crée une excitation partagée, qui fait qu'en fait, chaque pan y gagne.
Oui, mais là C'est une attitude réflexive. Ça attend du spectateur une forme de distance réflexive. Ben, une même change de pas. dispositif. Non, même pas. C'est ça qui est fort en réalité. Et c'est D'accord. peut-être la force, notamment plus de Énorme que de celui-ci. C'est que, en fait, c'est des choses que moi j'ai découvert après. Enfin, c'est-à-dire c'est cette question du plan documentaire, etc. Mais qu'on ressent devant. Mais est-ce que c'est pas du coup peut-être ce qui fonctionnerait moins d'une certaine manière dans Lamentora, c'est que il n'y a pas juxtaposition de strates différentes, tu vois. C'est-à-dire que c'est tous les... En fait, moi quand je vois le film, je vois un geste d'organisation de montage et de chaos organisé, je sais pas, très conscient, en fait très fabriqué, quoi. Oui, mais on est du coup dans une sorte de réorganisation fictionnelle du documentaire. Donc, mais où serait le documentaire, tu vois? Mais il est entre les plans. C'est ça qui est un peu l'affaire du film. Il y aurait l'idée que le documentaire, enfin, la saillie réelle, elle est dans l'interstice du montage, quand entre un plan et un autre, Raoul s'est mis à chier sous une table, ou entre un plan et un autre, Raoul a pété son bonnet, ces choses-là, si tu veux. Mais c'est ça qui fait que je trouve que c'est un petit peu rêche, c'est-à-dire que effectivement, on a une espèce de reenactment permanent devant nous, qui donc est un peu artificiel, et on postulerait que le réel auquel le reenactment fait référence, il serait là en creux, à part dans quelques séquences où il parviendrait à ressurgir. Et donc c'est ça qui fait que j'ai un peu un sentiment de manquer, même si je trouve le film stimulant et beaucoup plus intéressant que Voyage en Italie, c'est que je n'ai jamais le sentiment que quelque chose de stupéfiant par rapport à une réalité documentaire viendrait me frapper comme spectateur à l'écran, contrairement à d'autres cinéastes qui pratiquent aussi le plan court et la réorganisation par le montage d'une matière réelle, comme je sais pas, quelqu'un comme Piala, tu vois, pour citer un, ou comme Keshish, tu vois, qui sont aussi quand même des cinéastes qui sont pas des cinéastes du plan long particulièrement, enfin Keshish peut-être un petit peu, mais c'est quand même pas Jean-Marie Straub et Marguerite Duras, si tu veux. Et j'ai un peu de mal à sentir que le film de Le Tourneur est à ce niveau-là, dans cette tradition d'un cinéma, pour utiliser le vocable de Deleuze dans l'image-temps, de ce qu'on appelle de la résistance des corps. C'est-à-dire on met des corps dans le plan et puis on attend le moment où ça finit par exploser, quoi. Oui, non, en effet, parce que là, littéralement, c'est de la remise en scène, quoi. Ouais. C'est un peu... C'est ça qui est intéressant pour moi, précisément. Ouais.